et bienvenue sur Miroir SF. Alors voilà une vingtaine de mois que mon blog existe sous forme de publication d'articles et ça faisait un certain temps que je commençais à me poser la question de passer au format vidéo. Faire une vidéo, c'était à la fois une terrible envie et en même temps une certaine angoisse, puisque ça nécessite de montrer son visage, de dévoiler une part plus importante de sa personnalité. Donc voilà, c'est un cap que je franchis aujourd'hui en vous postant cette vidéo. Jusque-là, vous n'aviez le droit qu'à cette petite image pour tenter de savoir à quoi je ressemblais. Eh bien, j'espère donc ne troubler personne en dévoilant aujourd'hui mon vrai visage. Comme vous pouvez le voir, je ne suis ni un touriste martien, ni un androïde. Et rassurez-vous tout de suite, ça ne m'empêche aucunement de parler de science-fiction. Je commence donc aujourd'hui avec une vidéo consacrée au roman Latium, écrit par Romain Lucaso et édité en 2016 chez De Noël. Alors Romain Lucaso est un jeune normalien de 36 ans, ancien professeur de philosophie, ce qui a son importance étant donné le fond philosophique de ce roman. Latium est son premier roman, ce qui ne l'a pas empêché de gagner le prestigieux Grand Prix de l'Imaginaire en 2017. Alors pour que ce soit clair pour tout le monde, Latium a été publié en 2 tomes en 2016 avec un seul mois d'intervalle. Pour autant que ce soit clair pour tout le monde, il s'agit d'une seule histoire. Donc vous êtes obligé de lire les 2 tomes, et moi, là tout de suite, je vais vous présenter les 2 tomes. Aperçu de l'histoire. Dans un futur lointain, bien après que l'homme ait conquis le reste du système solaire, l'humanité a disparu après avoir succombé à une étrange épidémie. Mais l'humanité a laissé derrière elle tout ce qu'elle avait créé, et notamment toutes les intelligences artificielles qu'elle avait conçues. Et malgré les milliers d'années qui se sont écoulées, ces intelligences sont toujours là. Historiquement, du temps des hommes, elles habitaient des corps d'androïdes. C'était plus ou moins des esclaves au service des hommes. Mais après la disparition de l'homme, elles ont peu à peu transféré leur conscience dans d'immenses vaisseaux spatiaux, longs et larges de plusieurs centaines de kilomètres. Vous pouvez d'ailleurs en voir un exemple sur les pages de couverture des 2 tomes. Alors peut-être pensez-vous que ces intelligences doivent être ravies que l'homme ne soit plus là pour les asservir ? Eh bien, détrompez-vous, c'est tout le contraire en fait. Pourquoi ? Mais parce que l'homme avait autrefois créé des garde-fous pour se prémunir d'une éventuelle rébellion de robots. Il avait enfoui au plus profond des consciences de ces machines des lois de la robotique, qui permettaient de s'assurer que jamais elles ne voudraient se rebeller, que toujours elles voudraient servir et protéger l'homme. Imaginez donc ces pauvres intelligences. Enfouies au plus profond d'elles-mêmes, elles ont ce désir permanent de servir l'homme. Mais l'homme n'est plus. Elles sont donc complètement désemparées. Alors tout espère qu'un jour, on retrouvera la trace d'un homme qui aurait survécu d'une manière ou d'une autre, ce qui pourrait enfin redonner du sens à leur vie. Elles ne peuvent néanmoins pas se permettre d'attendre ce retour encore des milliers d'années, car elles sont assaillies de toutes parts par une race extraterrestre qu'elles appellent les barbares. Or, les lois de la robotique les empêchent de tuer un être vivant, quel qu'il soit. Le seul cas de figure où elles pourraient se permettre de tuer un être vivant, ce serait le cas où un homme le leur demande. Voyez donc le dilemme, tant que les intelligences ne retrouvent pas la trace, ne serait-ce que d'un homme, elles sont dans l'incapacité totale de se défendre contre les attaques des barbares. Au moment où débute ce roman, on est à bord de l'un de ces immenses vaisseaux spatiaux dont je vous parlais. Ce vaisseau-là est habité par la conscience de Plotine, une très vieille intelligence qui avait décidé de se mettre en sommeil, laissant errer son vaisseau dans le vide de l'espace. Elle avait toutefois laissé en place un protocole de réveil automatique. Un protocole qui se mettrait en marche si ses capteurs détectaient quelque part dans l'espace quelque chose qui laissait à penser qu'un homme était encore vivant. Et comme vous vous en doutez, au début de ce roman, le protocole se met en marche. Dès lors, toute une mécanique se met en branle. Plotine contacte son ancien allié Othon pour aller ensemble à la recherche de ce dernier homme. Si tant est évidemment qu'il existe. Mais Plotine n'a pas conscience que durant les milliers d'années qui se sont écoulées pendant son sommeil, le contexte a bien changé. L'interprétation même des lois de la robotique a évolué. Othon lui-même, son ancien allié, a consacré ces milliers d'années à créer une nouvelle race, une race d'hommes-chiens, capable d'agir à sa place lorsque les lois de la robotique l'en empêchent.
Bref, des êtres capables de tuer à sa place, quoi. Cette curieuse bande s'en va donc à la recherche du dernier homme. Elle devra pour cela se confronter aux autres intelligences de cette société, et vous le verrez, elle ne partage pas tout à fait les mêmes intérêts qu'Othon et Plotine. Les atouts de ce roman. C'est l'un des atouts de ce roman. Romain Lucaso nous confronte à des réflexions philosophiques assez intéressantes. Ces intelligences peuvent-elles se targuer d'être libres alors que longtemps après la disparition des hommes, elles sont encore mues par le désir de les servir? Et nous humains, peut-on dire que l'on est libre? N'avons-nous pas nous aussi des sortes de lois qui guident nos actions? L'instinct de survie par exemple, ou encore le désir de perpétuer l'espèce? Et Romain Lucaso nous renvoie ainsi à un vieux débat philosophique. Est-on libre lorsque des déterminismes pèsent sur nous? Et lorsque l'on s'appuie sur notre raison pour faire un choix, est-ce un acte empreint de liberté? Pour ceux qui ne seraient pas spécialement attirés par ce genre de réflexion, je vous rassure, il n'empêche pas au roman d'être plein d'action, de suspense et d'émotion. Romain Lucaso lui-même dit d'ailleurs avoir voulu écrire un roman de type space opera avec un style de péplum, c'est pour vous dire. Autre grand atout de ce roman, les personnages. Et pourtant, avant de lire le roman, je dois avouer que j'avais un peu peur. Qu'est-ce que c'était que cette histoire d'intelligence qui avait muté dans d'énormes vaisseaux spatiaux? Est-ce qu'on tombait pas un peu dans le ridicule? Moi, franchement, pour tout vous dire, j'avais peur de me retrouver dans une sorte de Bob le bricoleur dans l'espace, quoi. Eh bien non, je vous rassure, ceci a vraiment son utilité. Parce qu'en fait, pour réussir à habiter des vaisseaux spatiaux aussi énormes, les intelligences ont été obligées de subdiviser leur conscience. Plotine, par exemple, a été obligé de déléguer des pans entiers de sa personnalité. Ce qui n'est pas sans poser problème. Surtout quand les différentes parties de sa personnalité commencent à ne pas être d'accord entre elles. Je vous laisse imaginer le genre de problème que ça peut produire. Donc comme je vous le disais, les personnages constituent véritablement une force de ce roman. Plotine, notamment, est un personnage véritablement... Voilà, c'est un personnage très fin qui évolue énormément d'ailleurs au cours du roman, ce qui est vraiment intéressant, qui évolue autant sur le plan physique que psychologique. Difficile de vous en dire plus sans dévoiler des éléments clés de l'intrigue. En tout cas, sachez que Plotine vous réserve quelques surprises tout au long de ces 2 tomes. Ensuite, le personnage d'Othon, un personnage vraiment incroyable, qui certes est mu par ce désir de retrouver l'homme, mais il est aussi mu par un désir de puissance et de pouvoir et de gloire personnelle, mais c'est assez impressionnant, et on ne peut pas s'empêcher aussi de ressentir une forme de pitié pour lui. Je vous laisse découvrir ça. Troisième catégorie de personnages, les hommes-chiens, donc créés par Othon. Ils apportent énormément au roman. Ils ne savent pas pourquoi Othon les a créés, et ce sont les seuls personnages qui n'ont pas en eux les lois de la robotique. Et donc ils n'ont pas ce désir de retrouver l'homme, et pourtant ils se retrouvent embarqués dans cette aventure parce que leurs intérêts individuels sont liés aux intérêts d'Othon. Je vous laisse découvrir ça. Quelques défauts néanmoins. Tous ces points font que j'ai trouvé Latium excellent. Néanmoins, je préfère être honnête avec vous, ce roman n'est pas dénué de défauts, et certains pourront franchement vous agacer. Alors on a tout d'abord le problème de la taille. 955 pages, alors que je pense que ça aurait pu tenir en 600 pages, et donc en un seul tome. On a trop de longueur, le premier tome est quasiment entièrement consacré à la présentation des personnages et de l'univers, quant au deuxième tome, il multiplie les péripéties, ce qui franchement, à mon avis, n'était pas utile. Le pompon étant le moment où on découvre une race de sirènes, mais j'ai pas trop compris l'utilité de cette scène. Autre défaut, le style littéraire est chargé d'une certaine contemplation technologique et philosophique qui parfois est un peu désagréable. Enfin, j'ai trouvé l'arrière-plan sociétal un peu pompeux. Romain Lucaso imagine une uchronie, donc il imagine en fait que Rome ne s'est jamais écroulée, et que c'est donc cet empire-là qui s'est étendu dans l'espace, d'où l'emploi à maintes reprises du grec et du latin, ainsi que l'emploi de références mythologiques, ce qui, à mon sens, apporte une certaine lourdeur. Pour ma part, je parviens sans difficulté à excuser ces quelques défauts, tant j'ai trouvé l'ensemble de l'œuvre fascinante. Mais je sais bien que chez certains lecteurs, ça a été tout le contraire. Ils ont trouvé le texte pompeux et indigeste. Donc moi, je pense que le seul moyen, ça va être de vous faire votre propre avis.
Mais je pense en tout cas que ce roman fera date dans l'histoire de la SF française car il est assez unique. C'est fini pour cette première vidéo. Alors vous l'avez compris, il y en aura d'autres. J'ai toutefois décidé de concentrer mon travail sur les vidéos uniquement sur les bouquins que j'ai aimés. Pour les autres, je resterai sur le format plus traditionnel de l'écrit, donc sous forme d'articles que vous trouverez toujours sur mon blog miroir-sf.blogspot.fr. Voilà. Donc écoutez, évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux, à faire un petit pouce en bas de la vidéo, et puis à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous serez au courant des autres vidéos que je posterai. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très vite sur Miroir SF.